Bonjour à tous, c'est Madame Ardin. Dans la classe de mathématiques d'aujourd'hui, nous continuerons à travailler sur la monnaie avec les CE1. Puis, nous travaillerons sur les différentes écritures d'un nombre à 3 chiffres, comme révision, et nous le ferons désormais à chaque séance de mathématiques. Nous continuerons avec la suite de la leçon sur les problèmes de tableau. Puis je finirai avec les CE2, la leçon sur les quadrilatères. C'est parti! Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Et nous commençons tout de suite avec le travail sur la monnaie. Comme mardi, je vais donner une somme que je vais écrire en dessous et vous allez devoir trouver ce qu'il faudrait entourer pour former cette somme. La première somme que je vous demande est 8 euros. 8 euros. Quand vous avez trouvé, vous remettrez la vidéo en route. Mais en attendant, on fait pause. Pour former 8 euros avec les pièces et les billets qui sont disponibles, je vais devoir utiliser le billet de 5 euros, la pièce de 2 euros et la pièce de 1 euro. Nous faisons maintenant 11 euros. Pause. Pour faire 11 euros, je vais devoir utiliser le billet de 10 euros, auquel je vais ajouter la pièce de 1 euro. Ici, c'est assez facile, il suffit de séparer les dizaines et les unités. La prochaine somme à faire est 13 euros. Pause. Pour faire 13 euros, je vais de nouveau utiliser le billet de 10 euros. J'aurai besoin des deux pièces, 2 euros et 1 euro, puisqu'elles font 3 euros. Avec 10, cela fait 13. La somme suivante est 25 euros. Pause. Pour faire 25 euros, je vais devoir utiliser le billet de 20 euros et celui de 5 euros. Avant-dernière question pour cet exercice. Comment faire 26 euros? Comment faire 26 euros? Pause. Pour faire 26 euros, je vais devoir utiliser le billet de 20 euros comme tout à l'heure. En fait, je vais refaire 25 euros avec 20 et 5 et je vais y ajouter une pièce de 1 euro et cela fera 26 euros. Dernière question, 27 euros. Comment faire 27 euros? Pause. Nous commençons comme 25, donc je prends le billet de 20 et le billet de 5, mais cette fois-ci, au lieu d'ajouter 1 euro, je vais ajouter la pièce de 2 euros et cela fera 27. Nous allons maintenant commencer ensemble, toujours sur la monnaie, un autre type d'exercice. L'exercice qui m'intéresse est celui qui est situé à gauche de l'écran. Nous ne ferons pas celui-là aujourd'hui. Il y a plusieurs pièces et billets qui sont dessinés. L'objectif est de trouver le montant total qu'il y a dans le porte-monnaie. Donc ici, les billets sont représentés sous la forme de petits rectangles avec la somme dedans. C'est vrai que c'est moins proche de la réalité que les pièces, mais on comprend donc qu'ici, il y a 2 billets de 5 euros et ici, un billet de 10 euros. Donc il faut tout compter, s'organiser pour ne rien oublier afin de trouver quelle est la somme qu'il y a dans ce porte-monnaie. Je vous laisse chercher. Pause. Voilà comment moi je m'y serais prise pour compter la somme. J'aime bien commencer par les plus grands billets ou les plus grandes pièces, les plus grands montants. Donc je vais compter le billet de 10 euros. Et comme je suis avec mon stylet, je vais pouvoir barrer au fur et à mesure que j'utilise pour ne pas oublier ou compter en double certains objets. Ensuite, je vais compter les 2 billets de 5. Je sais que 2 billets de 5, ça fait 10 euros également. Je suis donc à 20 euros. Maintenant, je vais compter les pièces de 2 en
comptant de 2 en 2 comme je l'ai appris en calcul mental. Donc je suis à 20, 22, 24, 26 et je termine avec les pièces de 1, 27, 28, 29 et 30. Il y a 30 € dans ce porte-monnaie. À partir de maintenant, j'accueille les élèves de CE2 et nous continuons tous ensemble. Chaque jour, nous travaillerons sur un nombre à 3 chiffres et nous ferons les choses suivantes. Je vous demande d'abord de le lire. Pause. Ce nombre se lit 213. Je vais l'encadrer parce que pour chaque action que nous allons faire, je les mettrai dans un petit cadre. Deuxième chose, je vais vous demander sur une feuille ou un cahier d'écrire ce nombre en lettres. Pause. Nous avons entendu 213 tout à l'heure, il y a donc 3 mots à écrire. 2, D-E-U-X, 100, C-E-N-T, 13, T-R-E-I-Z-E. 213. Et donc comme chaque chose que nous allons demander ici, je vais aussi le mettre dans un cadre. La question suivante est décomposer ce nombre dans une des façons que vous maîtrisez bien, celle que vous voulez, mais nous corrigerons les deux. Même chose, c'est sur le cahier. Pause. Ce nombre pourra se décomposer sous la forme de 100 plus 10 plus 3. Ou bien sous la forme 2 centaines plus une dizaine plus 3 unités. Et enfin, dans le cadre que je viens de tracer, je vais représenter 213 avec les dessins des plaques, des barres de dizaines et des unités. Donc dans 213, j'ai 2 centaines, j'ai donc 2 plaques de centaines que je vais représenter par des carrés. Je vais avoir une barre de dizaines et 3 petits cubes d'unités. Voici les différentes représentations du nombre 213. Je vais donc toutes les relier au nombre. Et donc chaque jour, nous ferons la même chose avec un nouveau nombre. Nous passons au problème. Pouvez-vous me rappeler sur quel contrat nous travaillons? Pause. Dans le contrat, le problème fait appel à des objets qui sont rangés dans un tableau. On appelle ces problèmes les problèmes de tableau. Nous avons déjà dit que le problème numéro 4 était l'intrus. Je vais donc le barrer de nouveau. Et nous avons déjà fait le problème numéro 1. Le problème qui m'intéresse ce matin est le problème numéro 3. Je vais l'entourer en rouge pour qu'on voit bien de quoi je parle et je le recopierai tout à l'heure tout seul sur le tableau. Je vais d'abord le lire. Un tableau a 3 cases sur sa largeur et 5 cases sur sa longueur. Combien y a-t-il de cases dans ce tableau? Donc déjà, vérifiez que vous avez compris le problème, que vous comprenez tous les mots. Et je vais en particulier, avant de vous laisser travailler, expliquer les mots largeur et longueur. J'ai donc réécrit le problème et je vais expliquer les mots largeur et longueur. Largeur et longueur, ce sont des mots que l'on retrouve quand on parle en géométrie ou en mesure de rectangle. C'est un rectangle qui a une largeur et une longueur. En général, la largeur correspond au plus petit côté et la longueur au plus grand côté. Pour retenir ces deux mots, je pense à longueur, il y a le mot long dedans. Donc longueur est le plus long côté. Donc ce rectangle que j'ai tracé peut vous aider à faire le schéma, bien sûr, qui correspond à ce problème. Je vais donc vous laisser faire un schéma, un calcul et une phrase réponse. Et quand vous avez terminé, vous remettez la vidéo en route pour avoir le résultat. Pause. Alors, si je dois dessiner les 3 cases de la largeur, je pourrais penser à quelque chose comme ça. C'est-à-dire à dessiner 3 cases dans la largeur de mon tableau. Voilà, vous voyez qu'ici j'ai dessiné 3 cases dans la largeur. Et je vais maintenant dessiner 5 cases dans la longueur.
Donc voici 5 cases dessinées dans la longueur. Mais vous savez bien que quand on a un tableau, ça ne fonctionne pas comme ça. En réalité, il y a aussi des cases dans cet espace-là. C'est-à-dire que s'il y a 5 cases dans la longueur, en réalité, il y a 5 colonnes dans ce tableau. Et s'il y a 3 cases dans la largeur, eh bien, il y a en réalité 3 colonnes. Et donc, j'ai beaucoup plus de cases que ce que je crois. Voilà. Là, j'ai toutes les cases de mon tableau. Hein. Donc, vous n'êtes pas obligé de toutes les dessiner, mais il faudra avoir le résultat des cases totales de tout l'ensemble. Donc, si vous voulez les compter, il faut mieux toutes les dessiner. Mais nous verrons que le schéma que j'ai fait tout à l'heure correspondra bientôt au schéma expert quand on ne veut pas dessiner toutes les cases, qu'il y en a beaucoup. Eh bien, on peut simplement dessiner une longueur et une largeur, ou une colonne et une ligne, et ensuite faire son opération. Alors, les opérations, ce sont toujours les mêmes. Nous savons que lorsqu'on a un problème de tableau, soit on additionne chaque colonne ou chaque ligne, ou bien on fait directement une multiplication. Alors, moi, je vais d'abord additionner chaque ligne. Ce sera plus rapide que les colonnes, puisqu'il n'y en a que 3. Donc, ça va faire 5 cases, plus 5 cases, plus 5 cases. Et si j'additionne tout cela, je vais trouver le résultat 15. De la même façon, si je fais la multiplication, je vais multiplier 3 par 5. 3 fois 5, cela fait aussi 15. Si vous comptez toutes les cases du tableau, vous trouverez également le résultat 15. On termine avec la phrase réponse. Il y a 15 cases dans ce tableau. Je peux simplement écrire il y a 15 cases. Et voilà, ce problème est terminé. Les CE1 peuvent maintenant s'arrêter là et je poursuis la classe avec les CE2. Et je vais commencer par une question. Qu'est-ce qu'un quadrilatère? Je vous laisse le temps de répondre. Pause. Un quadrilatère est un polygone qui a 4 côtés et 4 sommets. Si vous avez répondu, c'est une figure géométrique fermée dont tous les côtés sont tracés à la règle, qui a 4 côtés et 4 sommets, c'est juste également. C'est juste beaucoup plus long. On sait qu'on peut remplacer toute la partie figure géométrique fermée et tracée à la règle par le mot polygone. Comment va-t-on faire pour reconnaître un quadrilatère dans un exercice? Pause. Eh bien, en vérifiant que l'on a une figure fermée tracée à la règle et qu'elle a 4 côtés ou 4 sommets. Donc, en comptant les 4 côtés ou les 4 sommets, il va falloir compter. Je vais donc vous proposer plein de polygones et dedans, il va falloir retrouver où sont les quadrilatères. Voici donc plein de polygones. Où sont les quadrilatères? Il y en a beaucoup. Prenez donc bien le temps de tous les chercher, de noter le numéro, la lettre, en fait la lettre de chacun que vous allez trouver parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Si mes souvenirs sont bons, il y en a 8 ou 9 à trouver. Donc écrivez les lettres et ensuite vérifiez avec la correction, sinon vous oublierez ce que vous avez choisi. Pause. Voici donc la correction de l'exercice. Je vais entourer toutes les lettres qui correspondent à des quadrilatères. Je vais commencer par le premier, puisque le A est bien un quadrilatère. Il a 4 côtés et 4 sommets. Le B n'en a que 3. Le C, par contre, fonctionne très bien. Le D n'en a que 3. Le E en a bien 4. Et je continue. Le F n'a que 3 côtés. C'est un triangle, comme B et D. Le G, par contre, fonctionne très bien. Le H aussi. Et I également. Je vais m'occuper de la dernière ligne. Le K est bien un quadrilatère, même s'il a une forme un petit peu bizarre. Il a bien 4 côtés et 4 sommets. Le L en a trop, il en a 6. C'est un hexagone. Le M en a bien 4. Et enfin le N en a 5. C'est un pentagone. Je ne vais donc pas l'entourer. Donc voici les différentes réponses. A, C, E, G, H, I, K, M. Vérifiez que c'est ce que vous aviez écrit. Dans la prochaine leçon, nous commencerons à parler des quadrilatères particuliers. Vous connaissez déjà certains noms. Par exemple, E est un carré. Et on verra pourquoi on peut l'appeler carré. Ce n'est pas juste parce qu'il ressemble à un carré, mais il y a bien des raisons. G est un rectangle. De la même façon, ce n'est pas juste parce qu'il ressemble à un rectangle. Il y a bien des raisons pourquoi on l'appelle rectangle.
Parmi les quadrilatères dessinés, d'autres ont des noms. Je vais vous les donner comme ça, mais on ne les retiendra pas. Par exemple, I et G sont des losanges. A, H et M sont des trapèzes. Ce sont aussi des types de quadrilatères particuliers. On s'arrête là pour ce matin. À tout à l'heure pour la classe de français.